Je suis devenu l'expert des podcasts. Expert. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est Mathieu Stéphanie et Arnaud Laurent. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Reynald Simonet, le CEO de Deeply, anciennement Agora Place. Salut Augustin. Deeply, c'est moins visible qu'un back market, qu'un Orange. Mais en fait, c'est tout aussi important. Oui. Et on va en apprendre plus. Deeply, c'est devenu l'operating system aujourd'hui de tous ces acteurs du reconditionné, de Orange, back market, Edenred et d'autres sociétés qui sont dans cet espace. Mhm. Et donc, on va essayer de passer les 30 à 45 prochaines minutes pour comprendre Mhm. que fait Deeply Mhm. et comment Deeply est devenu aujourd'hui le leader européen Mhm. dans ce domaine-là. Ouais, avec plaisir. Allez, let's go. Moi, Reynald, j'ai rencontré en 2017, septembre 2017, Ouais. parce qu'en fait, pour ceux qui le savent, avant mon arrivée en France, j'avais monté des postes de réparation de téléphone, un peu à la Save, mais au Mexique. Ouais. Et un des vrais enjeux que j'avais, c'était comment trouver des téléphones reconditionnés pour pouvoir les revendre, comment trouver des téléphones reconditionnés pour trouver les pièces pour réparer d'autres téléphones. Et j'arrive en France et je rencontre Reynald. Reynald me dit, attends, j'ai monté la plateforme qui permet... c'est un peu un gros mot, la marketplace, mais je sais que tu n'es pas une marketplace. Ouais. La marketplace qui permet de lier en fait tous les acteurs du reconditionné. Exactement, ouais. Comment toi, en 2017, t'es arrivé à cette idée? C'est marrant parce que t'es une des premières personnes, quand on a pitché la boîte, donc au tout début, t'es une des premières personnes à avoir compris instant ce qu'on faisait. Et c'est assez rare parce que c'est vrai qu'on a un métier un peu backstage. Nous notre rôle, c'est d'optimiser les flux. C'est pas forcément être en frontline, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien en backstage. Vas-y. Et ça, tu l'as directement compris hyper vite parce que tu avais eu ces problématiques toi-même, tu vois, dans ta vie d'avant, quoi. Et donc, en fait, l'idée, elle est venue assez naturellement. C'est-à-dire que, comme plusieurs entrepreneurs, nous, on a passé plusieurs années au service du reconditionné, donc avec mon associé Tanguy. On se rencontre dans une boîte qui fait du reconditionné. À l'époque, c'était en 2010-2011. Le marché n'existe pas. Il y a 4 acteurs en France. On fait un copycat de ce qui se passe en Angleterre. Attends, à l'époque, 2010. 2010, ça fait, on a l'impression que c'est il y a tellement longtemps. Ouais. Le téléphone usagé, il va où? En fait, il va dans mon tiroir ou il est jeté à la poubelle? En fait, 2010, il n'y a absolument pas de conscience, de demande sur le marché en termes de reconditionné. C'est-à-dire que le terme de reconditionné n'existe quasiment pas. Et nous, quand je rejoins ce projet qui était déjà lancé, qui était une start-up que j'ai pris en cours de route, leur idée, c'était de dire on va collecter les produits des clients particuliers via le web et on va en fait les revendre sur des canaux de mais collecter, on va les racheter. On va les racheter via un site. Tu vois, en fait, c'est du e-commerce inversé. Donc en gros, toi, tu as un smartphone. Typiquement, un Français, globalement, utilise entre 24 et 36 mois son téléphone. Ensuite, il change. À l'époque, en 2010, c'était 18 mois. Donc il y avait des rythmes de renouvellement. Et au bout de 18 mois, il y en a un pourcentage des Français, ou même des gens dans le monde, qui allaient sur eBay ou Le Bon Coin pour revendre leur téléphone. Exactement. Ouais. Et vous vous êtes dit, au lieu qu'ils le revendent à un particulier, on va le racheter nous. Oui, en fait, t'as comme dans chaque marché, et encore aujourd'hui, tu as le C2C qui marche très bien. Donc les Vinted, eBay, Le Bon Coin. Et ensuite, tu as le B2C. Et en l'occurrence, quand tu fais de la reprise auprès du client dans un site e-commerce inversé, c'est du C2B, puisque tu es un pro qui rachète à un particulier. Et donc, on commence là-dedans, en fait. On commence à comprendre cet écosystème. On veut le créer en France parce que littéralement, il y a rien, il y a tout à faire, quoi. Il faut éduquer le marché, il faut créer la demande, il faut créer l'offre, etc. Et en fait, en travaillant dans cet écosystème pendant plusieurs années, on se rend compte que c'est très difficile d'éduquer le marché. Et ensuite, il y a beaucoup de risques qui sont liés au marché, des risques de santé financière des reconditionneurs, des risques de supply, des risques de coûts, distribution, etc. Et attends, juste si je reviens sur cette idée, cette boîte, elle s'appelait Magic, ouais, c'est Magic, ça? Ouais, Magic, tu mets ta plateforme en live, tu commences à racheter des téléphones. Enfin, tu t'es obligé de... Tu rachètes des téléphones parce que les gens connaissent le site Magic. Ouais. T'en fais quoi de ces téléphones? Les gens connaissent... en fait, comment tu crées un marché, c'est que tu matraques de publicité au début. Magic rachète, un peu comme aujourd'hui, Back Market le fait plutôt bien auprès des consommateurs. Bah, carrément. Il y avait des pubs sur TF1, il y avait vraiment du matraquage publicitaire et qui a hyper bien marché. Donc ça, c'était vraiment l'ouverture du marché. Sauf que tu rachètes des produits, tu les reçois, donc jusqu'à 1000 produits par jour, dans un centre, tu les tries et ensuite tu les redistribues au bon canot.
Donc tu les envoies soit à des brokers, soit sur les marketplaces de l'époque. À l'époque, c'était Price Minister, tu vois, par exemple. Ah, donc toi, tu les rachais sur ton site, Ouais. et en fait, tu allais les revendre sur Price Minister. Ouais, exactement. Ouais. Et tu te faisais ta marge. Ouais, au milieu. Ouais. D'accord. Donc, il fallait vraiment les acheter moins bas, enfin plus bas, excuse-moi. Ouais, mais ça, en fait, c'était la rapidité d'exécution qui faisait que le consommateur était prêt à le vendre 20% moins cher. Ouais. De toute façon, dans la seconde main, tout est une question de temps et de rapidité d'exécution, comme tu dis. En gros, plus tu as des frictions dans ta supply chain, plus tu mets du temps à traiter les produits, plus ils dorment, plus ils perdent de la valeur. Donc en gros, quand tu fais un business de seconde main, c'est hyper time sensitive, quoi. C'est hyper... t'as vraiment une valeur qui est liée au temps. Donc ça, c'est une grosse priorité. Et ça doit être ta première. Et donc du coup, forcément, tu rachètes, tu revends au plus vite. Et à l'époque, il n'y avait pas de back market, c'était Price Minister, c'était eBay. Amazon Non, pas du tout. Non, c'était pas Amazon. Ah oui, en fait, vous revendiez que par les plateformes déjà existantes. Donc en fait, tu payais du marketing pour attirer les gens sur ton site. Ouais. En revanche, pour la revente, c'était offre et demande. Quoi. Exactement. Et puis on passe aussi par des brokers qui voulaient acheter des lots, etc. Mais c'était géré hyper manuellement. C'est-à-dire que c'était beaucoup par téléphone. On mettait les stocks sur Price Minister, ça partait, on faisait les commandes. Enfin, c'était vraiment... C'était la découverte et le lancement d'un nouveau marché. Donc, on faisait vraiment avec les moyens du bord, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, non, mais en fait, c'est cool cette histoire, mais je veux monter l'operating system du reconditionné, je veux monter Deeply. Déjà, j'ai eu un premier... Deeply n'est pas Magic. Non, pas du tout. Et entre ces deux-là, on a eu un premier, entre guillemets, échec, ou en tout cas une aventure entrepreneuriale hyper enrichissante. C'est que la boîte qui nous avait embauchés s'est plantée. La boîte qui... Ah, d'accord, Magic. Ouais, Magic s'est planté. Donc, en gros, du coup, quand nous, on a vu le problème arriver, plus de cash, on cramait beaucoup, très peu de rentabilité, voire pas, enfin, c'était pas du tout rentable, et beaucoup de mal à se refinancer, et la boîte se plante. Et donc là, nous, on se dit, avec Tanguy, on se dit, mais attends, mais on n'est pas allé au bout du concept, il faut continuer, tu vois. Donc on persévère. Donc on reprend la boîte au tribunal avec des investissements. Il y avait combien d'employés chez Magic ? Il y avait plus d'une dizaine d'employés, il était 18. Et tous les deux, vous vous dites, ah bah on s'aime bien, on se voit travailler ensemble. Ouais, exactement. Vous avez proposé à d'autres collègues de reprendre la boîte ? Il y avait un tech et nous deux. Et vous lui avez dit au tech, viens. On a besoin de toi pour rebrancher tous les systèmes. Attends, mais ça, c'est sûrement un autre épisode. Mais comment tu te dis, tiens, je vais aller au tribunal de commerce pour racheter la boîte de mon ancien employeur ? On a fait un tour des VC. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Newfund à l'époque. C'est comme ça que j'ai pitché François à mon prochain à François. Je m'en souviens très bien dans ses bureaux à Saint-Augustin. Je lui ai pitché ce truc. La reprise de boîte, ça l'intéressait pas énormément. Donc bref, il nous a pas forcément à ce moment-là ouvert la porte. Mais c'était ma première rencontre avec lui. Et ensuite, donc on s'est plutôt adossé à des privés qui avaient une grosse expérience sur le marché. Et on s'est dit, on va remonter la boîte. Nous, on sera les general managers de la boîte avec Tanguy, parce qu'on connaît le métier par cœur. Et on va pas faire les mêmes conneries qu'avant. On va pas être dépendant du B2C. On va pas cramer de budget pub. On va essayer de faire ça en mode, tu vois, vraiment asset light et B2B, le maximum B2B. Et ça, c'est le genre de dossier où vous reprenez 100% du capital de la boîte. Vous avez réussi à reprendre, je sais pas, 40 chacun et 20 d'investisseurs parce qu'il y avait on était beaucoup plus dilués que ça. À l'époque, on a fait, c'était notre première erreur, c'est qu'on n'était pas du tout... on voulait absolument relancer l'activité, on y croyait encore vachement et au final, on a vraiment donné une part très importante aux investisseurs et c'est ça un peu qui a été Mais ça, c'est quelle année ? 2013, donc tu vois. Ouais, t'es au tout début. Tout début, non, mais j'apprends encore, tu vois. Ouais. Je suis encore en mode... voilà, je connais bien on commence à bien connaître le métier, mais on négocie pas très bien en tout cas, ce deal, on va dire. Mais peu importe, on continue d'apprendre beaucoup. Et il se trouve que la boîte, on arrive à l'assainir. Elle s'appelle encore Magic Recycle et voilà. Et donc vous l'avez revendue. Ça, c'est une belle victoire. En 2016. Donc, en 2016, c'est là qu'on se dit avec Tanguy, on se dit ok, non mais maintenant on a vraiment fait le tour du B2C, du B2B. On a compris vraiment que les vrais enjeux ne sont pas de en fait éduquer le marché ou trouver une source ou faire un métier d'achat-vente. Le vrai enjeu, c'est de sécuriser toute la supply chain parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et en fait, c'est assez dingue de se dire que quand la supply chain, c'est donc la chaîne de logistique, chaîne de valeur, chaîne de valeur. Ouais. Mais à quel niveau en fait ? En fait, quand tu mets un produit neuf sur le marché, donc n'importe quoi, un micro, un smartphone, une voiture,
t'as une chaîne qui est hyper huilée, tu vois. T'as un fabricant, un distributeur, t'as tout un truc, de la prévente, etc. En reconditionné, en après-vente, c'est le chaos. En refurbished, il n'y a pas tout ça. Il y a rien. C'est-à-dire que... en fait, il y a un marché qui s'est fait tout seul, mais qui est extrêmement inefficace. Ouais, hyper inefficace, avec plein de frictions, plein de risques aussi. Ouais, de fraude. De fraude énorme. De mauvais téléphones, de téléphones volés, non Ouais, la qualité, le risque, enfin bref, c'était vraiment clairement un gros bordel, clairement. Et nous, on se dit, bon, bah, là, il y a un marché pour un acteur qui va sécuriser tout ça. Et pas que à l'échelle française, parce que nous, on se rend compte que c'est pareil au UK, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne. Et puis au-delà de ça, tu as un marché américain, etc. etc. Donc, voilà, on se dit, go, c'est le moment. Et effectivement, on vend nos parts. Vous avez vendu à qui ? Aux invests historiques en place, ouais. Ah, ils ont dit, bon, vous avez assaini la boîte. Ouais. Merci beaucoup, on va trouver un manager. Exactement. Bah, on a négocié avec eux, mais ouais, en tout cas, on est partis tous les deux. Et là, Bon, petit exit, mais exit satisfaisante. C'était une première expérience d'exit, mais c'était clairement pas... c'était pas... Oui, c'est pas ton... mais bon, c'était suffisamment motivant pour te dire, clairement. Je vais essayer de monter la boîte qui va changer ma vie. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Donc on a réinvesti 100%. 100%, ouais, quasi. Dans Deeply. Et là, vraiment, avec l'idée de changer le marché pour toujours. Et c'est encore la même vision. Le premier pitch, je m'en souviens, le premier deck que j'ai créé en 2016, c'est exactement la même vision qu'on est en train de développer aujourd'hui. Tu te souviens ce que ça disait ou pas ? Ouais, ça parlait de... L'operating system du reconditionné. Ouais. À l'époque, j'utilisais le terme marketplace. Effectivement, je disais la marketplace B2B du reconditionné. C'est comme ça qu'on a monté un peu les premières slides. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus qu'une marketplace. Donc, effectivement, c'est plus trop un terme qu'on utilise. Parce qu'en fait, marketplace, c'est acheteur-vendeur. Et toi, quand tu dis tu veux huiler cette chaîne de valeur, en fait, tu as les acheteurs en gros, les acheteurs privés, les réparateurs, les opérateurs, les managers de flotte, intégrateurs, les intégrateurs. Ouais. Je pense qu'en fait, les gens ne réalisent pas forcément. Non, c'est un écosystème hyper complexe et en même temps dans lequel tout le monde se connaît. Donc, les fabricants de téléphones aussi, qui vendent en direct, les assureurs. D'accord. Ouais. Donc, tu as tout ce monde-là et en fait, qui n'avait pas d'endroit vraiment pour se réunir. Ouais. Pour se connecter, exactement. Ouais, donc c'est pas une market. En fait, aujourd'hui, pour faire simple, si moi je suis un opérateur ou je suis un distributeur, si je veux créer une expérience de seconde main, c'est-à-dire si je veux racheter à mes clients des produits de seconde main ou si je veux vendre des produits de seconde main aujourd'hui, je dois tout faire moi-même. C'est-à-dire que je sais pas moi, si je suis un gros distributeur, je dois trouver des fournisseurs, suivre leur qualité, gérer le SAV. Gérer mon catalogue, gérer mes prix, etc. Et en fait, c'est des catalogues et des prix qui ne sont pas les mêmes que les produits du neuf. Donc, et en fait, c'est un écosystème parallèle à celui du neuf que tu dois gérer en parallèle. Et tu as plus de cette expertise vraiment à gérer pour pouvoir avoir cette chaîne de valeur. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est qu'on leur dit, OK, tu sais quoi, tout ça, on va le faire pour toi, de A à Z, on prend tous les risques, on gère tout. Et toi, tu vas avoir accès à toute la donnée, toute la valeur pour que tu puisses prendre des décisions, pour que tu puisses contrôler ton business, etc., sans prendre de risques. Tu peux nous donner un cas d'usage ou le cas d'usage le plus utilisé sur ta plateforme pour que ça... Ouais, bien sûr. Ça me parle, mais je pense qu'il y a tellement de cas d'usage. C'est quoi le numéro 1 ? Ce qu'on appelle les lighthouse customers, donc en gros les customers qui ont changé notre vie. Tu vois, nous, chez Deeply, on en a eu plusieurs. Et le dernier en date, c'est un opérateur comme Orange, tu vois, qui est aujourd'hui hyper impliqué en France et en Europe dans la seconde main, dans l'économie circulaire. Orange est client de la solution. Et donc Orange, ils sont utilisateurs. Donc en gros, eux, ils ont implémenté Deeply pour gérer d'abord leur retour client 14 jours. Puis après, ils ont mis Deeply pour gérer la reprise en magasin auprès des clients. Attends, si je fais juste sur la reprise 14 jours, donc aujourd'hui, je suis client Orange dans toute la France, je vais sur le site web, reprenez mon téléphone. En fait, je ne vois pas, mais le back-end, c'est Deeply qui va gérer de prendre le téléphone, l'analyser, le valoriser et le vendre. Ouais.
Ça, c'est la reprise. Bon, la reprise de 14 jours, c'est encore autre chose, mais c'est un marché qui est très minoritaire. Mais ce que tu décris, c'est la reprise. Donc, en gros, demain, n'importe qui peut rentrer dans une boutique Orange et faire revendre son téléphone. Et il ne le sait pas, il ne le voit pas. Et vous n'avez pas vocation à le montrer, mais c'est Deeply qui gère tout. Exactement. Et ça, pour le gars chez Orange qui est en charge de valoriser l'inventaire, ou de faire venir en fait les gens dans les magasins, il n'a pas besoin d'expertise. Il dit juste, tiens, on connecte ce système. Et maintenant, je peux offrir, on peut faire une pub, on peut faire du marketing. Venez valoriser. Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs départements. Il y a marketing, il y a les achats. Et c'est une manière de faire venir n'importe qui dans le magasin. Valoriser ce téléphone. Ouais, alors il l'avait déjà avant. On n'a pas inventé le trading chez Orange. Mais l'idée, c'est que. Mais qu'avant, il y avait 25 personnes qui travaillaient pour essayer de. En fait, c'est toute une question c'est une question de maîtrise de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a apporté de nouveau et ce qu'on apporte de nouveau en général, c'est une maîtrise de toutes ces expertises qu'on a citées, donc la partie logistique, la partie prix, la partie catalogue, la partie client, relation client, la partie test, vérification des produits, etc. Tout ça, en fait, c'est une brique complète qu'ils n'avaient pas avant et donc qui permet en fait d'être plus en confiance pour eux, d'augmenter l'expérience client en magasin et ensuite de dupliquer et d'ajouter des briques à leur service. C'est-à-dire que ils n'avaient pas avant la possibilité de reprendre les produits des clients en ligne. C'est-à-dire que Orange, plus gros opérateur français, ne permettait pas à ses clients de faire une reprise en ligne. Tu vois, c'est quand même, c'est une grosse nouveauté qui est venue grâce à Deeply aussi, parce que une fois qu'on a bien maîtrisé les reprises en magasin, qu'on a réussi à augmenter les volumes, les valeurs et l'expérience client, on s'est attaqué aux reprises en ligne. Et ensuite, il y en aura d'autres, tu vois. En fait, c'est des schémas, c'est des projets qu'on lance pour avoir une amélioration continue et qui va en fait se conforter Orange pour se dire en fait j'ai parié et j'ai pris le bon cheval, quoi. C'est-à-dire que ils m'accompagnent jusqu'au bout, ils sont hyper investis. J'ai des meilleurs résultats, j'ai des clients contents et en plus je fais de l'économie circulaire, donc c'est bénéfique pour tout le monde, tu vois. Donc toi, un back market n'est pas un compétiteur. Non, parce qu'ensuite derrière on les connecte forcément d'une manière ou d'une autre dans notre chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est des concurrents parfois sur des prix que tu benchmarks. Typiquement, le produit que tu vas aller vendre chez Orange, tu pourrais très bien le vendre sur Back Market aussi si tu as envie. Mais donc c'est forcément une manière ou d'une autre des concurrents. Voilà. Mais c'est surtout avant tout des partenaires. Parce qu'on est branché à eux, on les connaît bien. Et on a des façons d'interagir qui sont assez fluides avec eux. Ouais, tu es la couche infra. Operating system, j'entends le mot. Tu es la couche infra sur tout ce qui est seconde main. Tu es l'huile du moteur de la voiture, mais tu es l'huile pour tout ce qui est chaîne de valeur du reconditionné. Et reconditionné, c'est quoi? C'est surtout des téléphones Apple, surtout des Samsung, surtout des MacBooks, surtout des PC. En fait, aujourd'hui... Des lave-linges. Non. Aujourd'hui, les lave-linges, donc tout ce qui est blanc et même gris, c'est pas du tout dans notre domaine de compétences. Blanc et gris, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Blanc et gris. Non, nous, on se focalise vraiment sur ce qui est dit consumer electronics, donc tout ce qui est mobilité déjà, donc tablettes et smartphones. Et ensuite, aussi la partie IT, donc PC, Mac, laptop, gaming, PC aussi. Et aussi la partie wearables, donc smartwatch, AirPods, etc. J'ai essayé de vendre ma Apple Watch sur le site d'Apple. Tu voulais me la reprendre 20 balles. Ah bah tu vas chez Orange, tu vas avoir un meilleur prix. On t'entend là, on entend un homme apaisé. Je suis sûr qu'il y a encore plein de défis devant lui. On est en 2025, la boîte a été montée en 2016. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Quels ont été les principaux... Enfin, c'était quoi la version 1? Où est-ce que la version 1 a buté, Deeply? Parce que là, oui, vous êtes le leader européen. C'est la couche infra quasiment indispensable pour scaler dans ce business. Comment vous l'êtes devenu, en fait? 2017-2019, qui étiez-vous? Où étiez-vous? Ce qui nous rend indispensable aujourd'hui, c'est qu'on est scalable aussi. C'est-à-dire que là, on parle d'un use case français très, très spécifique, mais le service qu'on a déployé, il est scalable à tous les marchés, en fait. Là, vous êtes numéro 1 en Europe. C'est ça la vraie force.
Ouais, aujourd'hui, on propose l'unique service vraiment de gestion complète de la chaîne de valeur du reconditionné. Personne ne le fait comme nous. Donc, et personne n'arrive à ce degré de succès qu'on a aujourd'hui réussi à atteindre. Donc c'est pas, tu vois, et c'est la data qui parle, c'est pas, tu vois, c'est des chiffres vraiment très concrets, quoi. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'était un peu étape par étape, mais c'est en ligne avec ce qu'on avait déjà en tête, c'est-à-dire que on voulait simplifier la chaîne de valeur, on voulait la sécuriser. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, on va pousser plus loin pour le faire, non pas en Europe, mais ailleurs. Mais ça, c'est la prochaine étape. J'imagine que pour signer un Orange, il faut que la boîte elle ait des fonds propres, de l'ancienneté, des employés. En fait, c'est un degré d'exigence qui est hyper élevé. Donc au début, tu as commencé avec des petits Orange. Ouais, au début, on avait d'autres Lighthouse customers. On avait un gros loueur pour qui on a bossé pendant longtemps, qui s'appelle Econocom. Ah, très bien. On a eu, enfin, tu vois, et c'est ça. Je pense que c'est une leçon que je garde. C'est à chaque fois que tu veux cranter et monter encore plus ton volume et puis et ton rayonnement. Bah, trouve ton prochain lighthouse customer, tu vois. Trouve ton prochain client. Ton mot, c'est lighthouse? Ouais. Genre le phare? Ouais, exactement. Trouve ton prochain phare. Et c'est ça qui nous a vraiment permis d'être visible. Parce que il faut le trouver, mais après, il faut délivrer, tu vois. Livrer un projet comme Orange ou comme d'autres qu'on a pu le livrer avant, c'est très, très exigeant en termes de spécificité technique. Ça implique beaucoup d'expertise et ça c'est pas voilà et un Econocom par exemple, donc ouais. c'est eux qui ont été ton premier phare. Ouais. Donc le produit était évidemment bien moins poussé, avancé qu'Orange. Ouais, exactement. Ouais. Eux ils ont aussi pris ce risque en se disant bah tiens, c'est une solution qui nous convient, elle n'est pas parfaite. Ouais. La vision reste la même. Ouais. En fait, c'est intéressant, c'est que tu sais souvent nous on demande aux entrepreneurs en tant que fonds d'étaper un petit peu le développement du produit. C'est-à-dire, ça sert à rien de shipper le produit parfait. Ouais. Tu fais ton produit, tu prends tes premiers clients, tu lèves ta série A, tu développes, série B, etc. Et chaque phase a un peu son nom. Ouais. Toi, en fait, tu as fonctionné en mode... Econocom, c'est quand même un gros client. Ouais. Mais toi, tu as fonctionné en mode... Je prends un client, je développe mon produit pour lui, j'en prends un plus gros, mon produit pour lui. Enfin, pas pour lui, mais... Non, tu as pris un client de plus en plus exigeant et donc ton produit est devenu de plus en plus poussé. Mon produit a évolué en fonction des demandes de clients de référence. C'est ça la vraie raison. C'est que j'ai jamais fait du custom en me disant je le fais que pour lui, ça va jamais durer. Et pourquoi t'es pas tombé dans ce piège-là? Je fais un petit aparté parce qu'il y a tellement de startups françaises qui tombent dans le piège du custom. Tu vois, un Econocom aurait pu dire attends, pour nous, on fait aussi ça. Ouais, c'est à toi de trouver si tu t'embarques dans un... C'est les fonds qui t'ont bien accompagné? Dans un trou de lapin qui te mène vers du custom, c'est que t'es un peu... c'est un peu la fin de l'histoire. Ça veut dire que tu vas te raccrocher à n'importe quoi. Non, tu as raison. Ensuite, il y a beaucoup qui font cette erreur. Mais toi, ce qu'on n'a pas dit, une des raisons pour lesquelles on se connaît, c'est qu'en 2017, Renault il a levé un premier tour auprès de 2 fonds, Nufun et FJ Labs. Ouais, Fabrice Grinda. Fabrice Grinda. Et pour Fabrice Grinda, c'était un peu l'expert de marketplace. Ouais. Nufun, en l'occurrence, on avait une vision très spécifique sur ton marché. Et est-ce que ça t'a permis aussi... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as pu comprendre cette histoire un peu, ok, si je veux continuer à grandir et lever, va falloir que j'étape la production et le développement de mon produit. Ouais, mais encore une fois, on n'a pas forcément... On a eu plein de fois la discussion, je m'en souviens ensemble tous les deux, sur est-ce que je dois lever ou pas, à quel bon moment, etc. Parce que on n'est pas dans ce mindset depuis le début. En fait, je pense que c'est parce qu'on a commencé avec Tanguy notre première expérience de reconditionné en vivant une faillite qu'on savait que sur ce marché de la seconde main, si tu veux être durable, sans mauvais jeu de mots, il faut être rentable dès le départ. Et après, tu vas pouvoir... Parce qu'on en a vu des faillites dans ton secteur, qui ont tué la crédibilité du secteur. Ça m'a donné envie d'entreprendre, parce que je me suis dit... Remade, qui était un gros... Ouais, il y en avait plusieurs, en France et en Europe. Ouais. Et il y en a encore aujourd'hui, plein. Ouais. Parce que c'est un marché de trading quasiment, donc tu vends, t'achètes de la matière secondaire, enfin de la matière de seconde main, c'est un peu comme c'est de la matière première. Finalement, un iPhone 14 de seconde main,
c'est le même en Pologne, à Amsterdam ou pas en tout France. à fait le même sur les ondes. Mais en Europe, si, c'est le même. Ah ouais mais bon, c'est j'allais dire, ça crée de la complexité qu'en fait, qui va renforcer ton produit. Tu vois, je pense que l'iPhone aux États-Unis, en France, c'est pas le même au niveau des ondes. Ouais, il y a des modèles différents. Ouais. Et donc, en fait, faut être bien pour éviter de vendre un iPhone qui fonctionne pas en Pologne, mais qui fonctionne en France. Faut avoir cette expertise et un outil comme le tien peut l'avoir. Ouais, carrément. Ok. C'est quoi aujourd'hui ton vrai défi? Donc là, la boîte se passe bien, la boîte déroule, elle grandit, elle est dans 28 pays en Europe. Peut-être moins? Ouais, un peu moins quand même. Un peu moins, ok. Enfin, une bonne dizaine, ouais. Une bonne dizaine, ok. Ouais. Dans des vrais. C'est quoi aujourd'hui le défi? C'est trouver du stock, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est trouver des nouveaux clients, c'est embaucher. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on est dans une phase aujourd'hui où, comme tu l'as dit, nous, on a ouvert le capital au tout début pour un peu construire ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la business intelligence chez Deeply. Donc, c'est vraiment le cœur du réacteur, quoi. Ça, on a levé pour ça. Et ensuite, on a toujours voulu rester hyper proche de la rentabilité. Je reboucle sur le truc juste avant parce que c'est quand même assez important. C'est assez unique dans le monde, dans ton monde et aussi dans le monde dans lequel je vis. Ouais, après ça me force à aller aussi moins vite que d'autres, mais voilà, c'est-à-dire que tu as des investisseurs patients. Exactement, je les remercie, ouais. Mais bon, ils sont très contents, je crois. Aujourd'hui, on peut dire tu factures, on peut partager le chiffre que tu m'as partagé avant. De 100 millions par an. Ouais, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle étape qu'on a passée. On a dépassé 100 millions de GMV, donc en gros le volume d'affaires qu'on traite par an. Et puis c'est en belle croissance, quoi. C'est-à-dire qu'on est encore à des croissances qui sont pour une boîte rentable et qui, tu vois, là, c'est pour la 4e année consécutive, on sera rentable. Donc c'est pas besoin de nouvelles levées de fonds, mais d'autres enjeux. Tu voulais nous en dire à plus. Périmètre ISO. À périmètre équivalent, on n'a pas besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est hyper vertueuse, etc. On embauche, on développe. Là, on a ouvert un bureau à Varsovie. On va ouvrir un autre bureau en Europe là, prochainement, un peu plus proche. Mais tu ne crois pas qu'aujourd'hui, vu la stabilité, à quel point la boîte est saine, tu pourrais te permettre de lever 5 millions pour accélérer? Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, ce n'est pas l'objectif. En fait, on attend le momentum parfait. C'est-à-dire qu'on est, il n'y a pas de momentum parfait. Enfin, tu nous connais avec Tanguy, on est super. Mais bon, voilà. Et je dis, faut jamais dire jamais. Mais non, vous gérez la boîte comme des bons pères de famille. On gère. J'aime pas trop cette expression. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On est réel. Alors, on a une maxime ou une phrase qu'on dit souvent, très souvent chez Deeply. Est-ce que c'est ambitieux mais réaliste, tu vois? Ouais, c'est intéressant. Et ça revient tout le temps. Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que tu es assez ambitieux et réaliste? Et je pense que c'est ça, c'est qu'on est toujours en train, on est sur une crête et entre l'ambition et le réalisme, c'est exactement un équilibre qu'on cherche en permanence. Donc oui, il y aura d'autres levées, je pense, pour d'autres projets qui seront plus gros que ce qu'on est aujourd'hui et qui sont déjà dans les tuyaux. Pour être honnête, on a déjà aujourd'hui 2 sujets qui nous focalisent en termes de stratégie de développement, je dirais, vraiment à l'échelle macro, c'est comment on va plus vite en termes de déploiement commercial, donc croissance externe, parce que tu es en B2B, tu as des cycles de conversion qui sont très très lents. Et donc ça, c'est déjà aujourd'hui une discussion qui sont entamées, parce qu'on veut croître avec potentiellement de l'acquisition vraiment à valeur ajoutée. Et comment est-ce qu'on va plus vite aussi ailleurs, hors Europe, tu vois? Comment tu arrives à dupliquer ton modèle européen ailleurs, dans un marché lointain. Même si on est une boîte tech... Les US. C'est ça, non? Les US, c'est un marché... C'est marrant parce que ça, c'est une habitude de conso qui est assez peu connue du grand public. C'est que le marché européen, il est drivé par la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres, il y a beaucoup de demandes. Le marché US, c'est l'inverse. Donc, en gros, quand tu montes une marketplace, tu dois trouver ton alchimie entre l'offre et la demande. On l'a trouvée aujourd'hui, en Europe, etc. Elle est là, elle existe. Mais en fait, aux US, le marché, il n'est pas construit pareil. Il y a plus d'offres que de demandes. Donc, tu vois, tu vas aborder aussi le sujet, le sujet un peu différemment. Il y a plus de demandes en Europe. Parce que le booster de demande
seconde main aux US sur la partie smartphone n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'en France, tu as eu t'as eu des J'ai boosters. compris. L'arrivée de Free, par exemple, tu vois, c'était un gros booster. Aux US, il n'y a pas encore eu le déclencheur. Et donc, le marché attend ce déclencheur. Voilà, Et tu penses vraiment qu'il y aura un déclencheur? Parce qu'avec tout ce qui est financement aux États-Unis. Moi, mon pari, c'était que le dernier move sur les tarifs de notre cher Donald, clairement, ça peut donner un coup de pouce. Parce que demain, quand tu vas augmenter ton prix, même si c'est de 10%, hein, ton prix de ton iPhone 9, tu vas créer un écart avec le reconditionné, déjà. Et ensuite, en fait, tu vas... Mais toi, tu ne seras pas taxé? Tu seras taxé si tu pourras pas faire le lien entre l'Europe et les États-Unis. Non, faut pas essayer de faire des liens Tu resteras local. intercontinentaux, c'est pas forcément ça compris. qui va marcher. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des liens, des économies circulaires localement. C'est-à-dire qu'on pense que le marché européen, à terme, il est viable en stand-alone, enfin tout seul, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que comme je disais, il y a un déficit de supply aujourd'hui, il n'y a pas assez d'offres en Europe, mais ça va changer. Et en revanche, aux US, c'est différent. Donc en fait, si tu regardes le marché US, ils ont beaucoup d'offres, déjà, sur place. Et donc forcément, les prix sont plus bas sur le reconditionné, parce qu'il y a beaucoup d'offres et pas de demande. Donc ils exportent. Mais demain, si tu vraiment arrives à transformer l'essai sur le reconditionné, en fait, tu as un marché qui va se lancer hyper vite. Mais il faut vraiment éduquer les clients là-bas, parce qu'en fait, c'est une économie qui est beaucoup plus consumériste que la nôtre. Enfin, consumériste dans le sens où il y a beaucoup de changements tous les 18-24 mois, les gens changent de téléphone, ils veulent le dernier cri, etc. Donc il faut éduquer à ralentir un peu et aller vers la seconde main. Donc, il y a un enjeu social chez vous, sociétal, social, chez Deeply. En fait, on a adopté le statut de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Concrètement, t'es pas censé forcément tout. C'est un truc un peu d'initié. C'est qu'en gros, quand tu opères une activité qui a un but social ou développement durable, tu peux prétendre à ce statut qui est accrédité par l'État et qui te permet d'avoir une reconnaissance. Mais ça implique aussi des devoirs. D'accord ? Et donc, dans ces devoirs, il y a notamment un devoir de gouvernance. On doit avoir un comité de gouvernance qui est très, très, très spécifique. Mais c'est quoi ton... donc pour avoir ce titre de société, c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est que tu vas clamer haut et fort au marché que tu as un modèle de gouvernance et de gestion de ton business qui est hyper sain, dans le sens où c'est une obligation de changer tes statuts, d'avoir un but. Ça te permet de vendre plus? Ça te permet de. Moi, je suis pas le client type, mais mais quand tu fais du B2B, ça n'a. En fait. Quand tu fais du B2B, c'est un vrai impact de savoir que tu achètes à quelqu'un qui est solidaire. Comment tu dis? ESS, économie sociale et solidaire. Bien sûr. En fait, c'est. Moi, quand je suis un business, je vais acheter le moins cher. Non, c'est pas que ça. Non. Il y a toute une partie RSE derrière qui est super importante. Parce qu'il y a des avantages fiscaux? Non, parce qu'il y a du reporting obligatoire. Alors, il y a des avantages fiscaux, mais c'est pas le but de l'entreprise, c'est de faire un bilan carbone, c'est de mesurer tout son impact, c'est d'avoir une visibilité parfaite sur ce qu'elle a économisé, combien lui coûte sa flotte demain sur des produits. Donc, si tu veux, nous, quand on dit on maîtrise bien notre marché, on sait ce qu'on fait, on a vraiment une expertise profonde. Et en plus, pour vous le prouver, on a cette accréditation parce qu'en fait, on a suivi la procédure, on est accrédité. C'est un avantage en plus qui te permet d'être crédible quand tu fais du B2B. Mais alors, c'est qu'en France. Mais c'est qu'en France? Même il n'y a pas d'autres pays européens où... Non, cette accréditation, aujourd'hui, elle est spécifique à la France. Et ça risque pas de sauter avec la déréglementation de ce genre de... Non, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez... Non, il y a tout un écosystème. C'est très sérieux. Ouais. Et en fait, ça va assez loin. Hein. Ça t'impose aussi à reverser tes bénéfices, à conserver une partie de tes bénéfices dans la structure pour engager la durabilité. Ça, à la rigueur, c'est bien. Ouais, mais c'est hyper bien. Et même pour des VC, tu vois, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que nous, on doit justifier auprès de notre CAC qu'il y a une partie des bénéfices, et plus de 50%, qui restent dans l'entreprise et qui servent pour être investi à développer la continuité de la boîte, etc. Donc tu vois, ça pourrait... Demain, c'est même un super argument
pour nos VC, quoi. Moi, il y a un truc qui me révolte un peu, là, je lisais, il y a des discussions sur, tu sais, maintenant, quand tu rachèteras un livre, soi-disant, tu vas commencer à repayer une taxe à l'éditeur. Ouais. Moi, tu vois, le reconditionner, ça me rend fou. Toutes les taxes, tu sais, qui servent à rien. Vous êtes affecté par une taxe en particulier ? Parce que c'est du reconditionné. Ouais, bien sûr. Il y a plein de... En fait, notre problème aujourd'hui, c'est que, à vouloir trop structurer le marché, on est tombé dans une ornière d'assimilation au neuf. C'est-à-dire que aujourd'hui, on veut nous faire appliquer exactement les mêmes principes que le neuf. Et le neuf, il se prend quoi dans la... Là, dans le neuf, tu as l'écotaxe, tu as la copie privée, tu as... L'écotaxe, c'est quoi ? Tu as la TVA. C'est toute une série de mesures qui sont très appropriées pour le neuf. Mais en gros, l'écotaxe, c'est ce qui permet de... C'est une provision que tu payes. Donc, quand tu t'achètes un produit électronique, tu regarderas, il y a une ligne écotaxe systématiquement qui, en fait, part dans un fonds et est redistribué à des éco-organismes pour organiser la collecte je dirais l'économie circulaire en général, et c'est très lié au recyclage. C'est-à-dire que voilà, c'est typiquement, tu vois, quand tu vois des pubs pour les ampoules que tu dois, enfin, le recyclage des ampoules, ça c'est un organisme qui gère ça et qui va collecter les piles usagées, les ampoules usagées et aussi les smartphones usagés, pour être sûr qu'en fait ça part dans les bonnes filières, chez les bons recycleurs derrière, et que ça part pas dans une décharge en Chine, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour justement organiser le recyclage et la collecte de ce qui n'a pas de seconde vie, si tu veux. Et ça, le reconditionné ne devrait payer ou ne devrait pas payer cette taxe. Je veux pas te mettre sur le... Techniquement, il pourrait avoir à le payer, ou non, au contraire, comme il fait partie de la suite. En fait, le produit a déjà été taxé, entre guillemets. Donc, tu pourrais dire... Est-ce que tu ne repayes pas la TVA sur tes produits ? Si, mais c'est pas pareil. C'est que la TVA, ça rentre dans une balance. C'est un plus contre un moins, machin, c'est pas pareil. Là, la taxe, là, c'est une écotaxe, les taxes que tu payes une fois, et après, tu les auras plus jamais. Donc, tu pourrais te dire que techniquement, un produit de seconde main, il devrait avoir une taxe adaptée. Oui, bien sûr, ça ne doit pas être la même en tout cas. Voilà. Et donc ça, c'est toute la discussion qu'on a en ce moment avec les différents organismes, c'est faire valoir que le reconditionné, ou en tout cas la seconde main en général, ne peut pas être exigible avec les mêmes niveaux de taxes que les produits neufs. Parce qu'en fait, là, tu vas péter tout le modèle économique de l'économie circulaire. Et la copie privée, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Déjà, c'est une aberration sur le neuf. La copie privée, c'est encore. C'est une aberration, parce que copie privée, c'est un truc où tu gardais tes chansons sur un disque dur. Ouais. Et là, tu sais même pas ce que tu finances, en fait. Tu finances un truc opaque. Et donc, si en plus, tu le payes une deuxième fois, là, ça n'a aucun intérêt. L'initiative de la copie privée, elle est bonne à la base. Hein. C'est rémunérer les ayants droit. Quand tu fais une copie, tu te souviens des CDR qu'on Oui, mais là, c'est plus le cas pour les téléphones. Voilà, donc ça, c'est une question d'usage. On est tous sur Spotify, non ? C'est une question d'usage. C'est quelle est la part de la population utilise aujourd'hui Shopify ? Qui copie encore personne. Là, ça me fait bien son travail, non ? Je suis pas. T'es pas dans la musique. C'est pas mon rôle de le dire, mais en l'occurrence, là, c'est plus un problème d'usage en lien avec la société actuelle, si tu veux. Ensuite, je te parle un peu, c'est les petits défis que vous avez là-dessus. J'imagine que il y a quand même un mouvement qui vous comprend, qui vous écoute sur ces sujets-là. Ouais, alors c'est un mouvement, c'est nous qui le créons, parce que donc, ma deuxième casquette, c'est aussi de participer à l'Union des reconditionneurs et des distributeurs de seconde main en France et en Europe. D'accord. Et en fait, c'est des discussions qu'on doit créer avec le législateur français et aussi européen. Et en France, en fait, on subit, entre guillemets, la réglementation au-dessus, tu vois. Française. Qui est faite par Bruxelles. Non. Tout ce que aujourd'hui, notre quotidien, tout ce qu'on vient de décrire là, c'est orchestré par Bruxelles. Bien sûr. L'écotaxe inclus. L'écotaxe inclus. Il y a des spécificités en fait par pays. D'accord. Mais si tu veux, la copie privée, c'est français. La France, mais non, copie privée, t'as aussi la copie privée dans d'autres pays. D'accord. Ouais. Ok, donc ça ne te met pas forcément un désavantage face aux autres acteurs. C'est pas le même niveau. Si tu veux, c'est pas du tout. Tu veux dire, les niveaux sont très élevés en France. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, il faut en fait, si on considère que ces mesures sont justes, il faut une harmonisation européenne. Exactement. Ouais. Donc c'est aussi notre rôle. Donc
quand tu dis est-ce que vous avez un porte-voix, oui, on a un porte-voix, oui, on est écouté, mais tout est à construire parce que voilà, il faut qu'on arrive à sortir de cette ornière que je te décrivais sur on n'est pas un fabricant de neuf, on est un marché en construction sur lesquels les niveaux de marge sont hyper faibles aujourd'hui. Être rentable dans la seconde main, c'est super difficile. Et tu peux pas appliquer les mêmes niveaux que sur les produits neufs parce qu'en fait, les produits... voilà, Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut être rentable. C'est pour ça que vous avez eu cette expérience avec Tanguy. Et dans ce secteur dans lequel vous avez voulu rester, il faut être rentable day one. Exactement, ouais. Est-ce que toi, depuis 2016, tu as failli un jour tout planter? Tu t'es dit, depuis Ouais. j'en ai... Pourquoi? Il y a un jour, on a comme tout le monde, je pense, le 16 mars, je me souviens toujours, le 16 mars 2020, confinement, à l'époque, tous nos clients sont des retailers. Ouais. Tous nos clients, on n'a pas encore des fait vendeurs dans la rue. Ouais, non, mais des magasins. Des magasins avec un rideau de fer et tout, des magasins, quoi. Donc le 16 mars, le 16 mars, j'ai pu... Ouais, exactement. Tu vois tes commandes. Bzou. Ah ouais. 95% de chiffre d'affaires envolé. 95%, ouais. Fini. Ouais. Donc là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire en termes de pivot? Et voilà, et ça a été notre plus beau pivot. Ça a été, s'il n'y avait pas eu le confinement, s'il n'y avait pas eu cette espèce de crise française et internationale, on n'aurait jamais pivoté et on ne serait jamais arrivé là aujourd'hui. Pivoter sur... en fait, il faut pas juste qu'on vende à ces revendeurs, ouais. Il faut qu'on connecte l'operating system. Quoi. Exactement. Nous, donc, avant, on connectait, entre guillemets, uniquement quelques acteurs et on était hyper dépendant du retail. Donc, on était dépendant d'un segment de clients. Et après le confinement, après les séries de Covid, etc., on s'est complètement diversifié. Et en amont et en aval, on a commencé à faire... à vraiment... construire toute la chaîne de valeur pour ne plus être dépendant d'un seul segment de marché. Ouais. Et ça a été le plus gros changement. Mais on a failli tout perdre le 16 mars. Ouais, votre accélérateur sur votre vision d'aujourd'hui. Ouais. 95%. Ah oui, je pense qu'il y en a qui ont perdu 100%. Ah, clairement, ouais. Mais 95%, c'est violent aussi. Mm. Vous n'êtes pas dit qu'est-ce qu'en fait, le 16 mars, mine de rien, donc tu perds tout ce chiffre d'affaires. Avec Tanguy, vous êtes assis. Vous avez dit, bon, allez. Là, on pouvait pas s'asseoir ensemble déjà. On était confinés. C'est déjà confiné. Est-ce que tu as un conseil à un entrepreneur qui veut se lancer dans la seconde main, peu importe quel type de seconde main? Ouais, on l'a un peu évoqué. Hein, c'est un métier. La seconde main, c'est génial. Moi, ça me motive à me lever tous les matins depuis des années. J'adore. Parce que tu as une vraie utilité. Voilà, tu sais pourquoi tu bosses, quoi. Et clairement, tu crées vraiment de la valeur sur un segment qui est hyper cool. En fait, je pense que les entrepreneurs qui se mettent dans la seconde main, de toute façon, c'est des passionnés. Ouais, je pense. Je vois pas quelqu'un qui dit tiens, je vais aller recycler des fringues. Non, c'est clair. Mais en fait, ça me fait chier de recycler des fringues. Non, il y a un vrai impact. Ou ça dure pas. Ouais. Ou ça dure pas dans le sens. Ça va. Et tu fais ça juste pour faire une espèce de un coup comme ceux qui ont fait des coups sur le marché. Donc tu vas monter une boîte, tu vas faire une sorte de grosse levée, puis en fait derrière ça fait pchit et puis voilà. Mais donc vraiment, faut être passionné par la seconde main déjà. Bon, ça c'est un peu une évidence, mais voilà quand même. Et ensuite, vraiment, ce qu'on disait juste avant, hein, c'est trouver ton moyen d'être rentable à petite échelle, et ensuite croître progressivement et garder toujours en tête que il faut toujours avoir dans le coin de l'œil la rentabilité, quoi. Parce que c'est un marché qui est hyper fragile, dans les marges sur lesquelles les marges sont très faibles. Donc si tu passes ton temps en disant comme un SaaS, tu vas te dire bon, vas-y, je mets des millions et puis de toute façon un jour ou l'autre j'y arriverai, je vais avoir tu vois, le marché va s'ouvrir, etc. Non. Aujourd'hui, t'es pas un SaaS, toi? Non. C'est pas vraiment, techniquement, c'est pas un SaaS. Non, techniquement, je sais que c'est pas un SaaS, mais tu te considères pas comme un software aujourd'hui? T'es cette couche infra. On est une plateforme. En fait, ça s'appelle un PaaS.
Vas-y. C'est plateforme as a service. C'est la définition de ce que tu te considères. De la structure technique. Voilà, c'est l'arborescence technique. Donc voilà. Donc on n'est pas un SaaS, mais et heureusement on n'a pas eu la philosophie du SaaS en se disant on l'a dit, on va mettre tout sur l'acquisition et on verra bien, tu vois, après comment est-ce qu'on arrive à faire de la rétention, etc. Aujourd'hui, en fait, on a fait ça étape par étape, rentable, nouvelle marche. Rentable, nouvelle marche, rentable, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le deuxième point clé. Et le troisième point clé, c'est ce qu'on disait sur les je vais dire en français cette fois-ci, sur les clients de référence, sur les clients un peu qui vont venir valider ta notoriété, ton expertise et ton business. Ça, il faut les cultiver. Et en fait, ça a beaucoup de sens en B2B, mais là, j'enfonce une porte ouverte. Mais en fait, ça nous a permis toujours de cranter un cran au-dessus, un cran au-dessus, un cran au-dessus. Et ça fait effet boule de neige. Donc, en fait, jamais perdre de vue qu'il faut chasser ton prochain client de référence qui va te permettre d'être crédible. De passer une étape. Exactement. Ouais, c'est intéressant. S'il y a un takeaway, en tout cas, on arrive au bout là, du podcast. On a 45 minutes, tu vois, donc on a bien respecté. Bravo. Le takeaway dans ton histoire, c'est la première fois que je l'entends, c'est toi, tu as étapé ton produit avec ses clients de référence. Ouais. Et donc, en fait, c'est une stratégie possible. C'est une stratégie qu'on peut dire n'est pas forcément VC compatible. Et ça, tu n'en as pas honte. Non. Puisque toi, dès le départ, c'était je vais vous faire gagner. Enfin, on va construire un projet, je vais vous faire gagner de l'argent. Ouais. On va changer le monde à notre manière. Ouais. Non, on va changer le monde, tu peux le dire. Mais c'est pas en 4 levées c'est pas en 4 levées sur 48 mois avec une exit complètement irrationnelle. Non, c'est step by step, ambitieux mais réaliste. C'est bien d'entendre ça parce que tu sais, souvent, moi, j'ai des entrepreneurs, je leur explique que ça rentre pas dans ma grille d'analyse venture capital. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui peuvent se vexer. Et souvent, j'essaie d'expliquer, mais souvent, quand ils se vexent, je leur dis attends, le VC n'a pas tout le temps raison. Le VC, il a tort 9 fois sur 10. Et donc, il y a un chemin pour y arriver qui ne passe pas par le venture capital. Ouais, puis après, c'est aussi, il faut trouver les bons, tu vois. Enfin, j'ai eu la chance de tomber sur François, sur toi, François Véron, Fabrice Garda. C'est des gens qui ont compris, qui ont la patience. Fabrice, lui, c'est plutôt qu'il a beaucoup de... il a beaucoup de lignes. Il a beaucoup de boîtes à gérer, donc il ne peut pas tout suivre, mais on lui enverra la vidéo. On lui enverra la vidéo. Et dernière question, je ne sais pas à quel point tu es préparé. En quoi, toi, tu es un ovni mais bon, on lui a peut-être déjà répondu. En quoi tu es un ovni, toi, dans cet écosystème tech français? Deeply, tu veux dire? Toi ou Deeply? Moi, je pourrais dire que à la fois, tu es quelqu'un de discret, donc on ne voit pas beaucoup. Ouais. Mais tu construis ton business tous les jours. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on est vraiment... aujourd'hui, on a ce mindset qui nous est propre, c'est sûr. On n'essaie pas de copier, tu vois, un autre. Voilà, un autre. Et c'est cette différenciation qui nous va bien aujourd'hui. Et être un ovni, c'est aussi opérer dans un océan bleu. Exact. Et j'adore cette théorie de l'océan bleu. Enfin, on utilise vachement souvent océan bleu, océan rouge chez nous. Tu connectes plein d'océans rouges, en fait. Quand je t'entends, t'es dans ce monde océan bleu. Bon, on va pas trop donner... Nous, ce qu'on veut, c'est justement transformer cet océan rouge en océan bleu. Tu vois, pour les clients qui nous font confiance, pour les Orange de demain, pour les Econocom de demain, pour reparler de ces deux clients de référence, on transforme l'océan rouge en océan bleu. Et c'est en fait, l'océan rouge d'offres qui pour eux, qui est un chaos total pour eux, on a un océan bleu dans le sens où hyper différenciant. Tu es la ligne, hyper différenciant, précis, avec un degré d'exigence et une innovation que personne n'a eu avant. Si quelqu'un écoute et veut en savoir plus, il te contacte comment? Sur LinkedIn, Twitter, sur ton email? Sur mon email, reynold@deeply.com et puis bien sûr sur LinkedIn. Je suis plus trop sur Twitter, mais voilà. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu. Avec sympa plaisir, d'avoir pu échanger. Merci. Et à très vite. À très vite.